Salut Axel. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un article à propos de la méconnaissance. Oui, aujourd'hui, j'ai envie de faire honneur à l'analyse transactionnelle et à l'un des concepts importants qu'on utilise en analyse transactionnelle, concept qui s'appelle les méconnaissances, en un seul mot. Alors, pourquoi j'ai envie de faire honneur à ce concept? Parce que je le trouve extrêmement efficace dans nos pratiques. Pas qu'en analyse transactionnelle, dans toutes les pratiques de psychothérapie, voire autres d'ailleurs, et dans la vie courante également. Alors, pour ceux qui veulent lire l'article en entier, c'est un article que vous trouverez soit sur la plateforme Cairn, hein, C-A-I-R-N, où il y a pas mal de bouquins. Vous trouverez cet article dans les classiques de l'analyse transactionnelle, le deuxième volume, et vous trouverez cette notion bien décrite dans tout bon manuel d'analyse transactionnelle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'analyse transactionnelle est une méthode qui a été créée par Eric Berne dans les années 60. Voilà. Une méthode de psychothérapie, une méthode de compréhension de l'humain, des relations humaines et de ce qui se passe dans la boîte noire à l'intérieur de nous. Alors, cet article, d'abord, je le présente très brièvement. Il a été écrit par deux personnes qui s'appellent Jackie et Aaron Schiff, S-C-H-I-2-F. Il a été écrit en 1975, publié en 1977 en français puisque c'est écrit en anglais. Hein. Ce sont des Américains. Et il a eu un prix qui s'appelle le prix Eric Berne en 1980. Donc, ça veut dire que ça a été vu comme un excellent article pour toute la communauté de l'analyse transactionnelle, qui récompensait à l'époque les meilleures découvertes conceptuelles. Voilà, ça c'est pour le cadre de l'article. Alors, que comprend cet article? Cet article décrit une notion qui s'appelle donc les méconnaissances. Alors, je vais d'abord vous donner une définition simple de ce qu'est une méconnaissance. Il pourrait y en avoir plusieurs, hein, mais je vous donne une définition simple. Une méconnaissance, c'est un processus intérieur, d'abord, qui se passe à l'intérieur de nous, et qui consiste à ignorer, à ne pas voir, ne pas entendre, ne pas regarder, ne pas prendre en compte un phénomène qui existe, que ce phénomène soit interne ou externe. Exemple, j'ai mal au pied, hein, eh bien, la méconnaissance consisterait à ne pas tenir compte de cette sensation. À l'extérieur de moi, il y a du bruit. La méconnaissance consiste à ne pas tenir compte du bruit extérieur. En face de moi, il y a un individu qui a un comportement problématique. La méconnaissance consiste à ne pas tenir compte, ne pas voir ce comportement problématique. Donc la méconnaissance, c'est un phénomène, c'est un processus qui consiste à occulter une partie du réel, où que se situe ce réel, et c'est vaste puisque ça peut aller la sensation dans un orteil jusqu'à un fonctionnement social international. Donc c'est très large. Alors déjà, je fais juste une pause là-dessus puisqu'on est ensemble, Laurent, ça j'aime bien. Est-ce que déjà sur la définition, ça te semble clair à toi? Écoute, oui, moi ça me paraît très clair. Je l'ai peut-être un peu rapidement associé au mot évitement, mais en tout cas, ça me paraît très clair. Oui, oui, oui. Je pense que l'association que tu fais peut être valable. J'y réfléchirai pendant l'exposé, mais ça me semble valable comme association. Ça me semble d'autant plus valable que maintenant, un deuxième point, quel est le but de la méconnaissance? Alors la méconnaissance est un mécanisme qui n'est pas contrôlé consciemment. J'insiste lourdement, c'est un processus intuitif, implicite, inconscient, comme on veut, mais ce n'est pas décidé. Je ne décide pas d'ignorer, ça se fait.
quelle est la fonction de cette ignorance? C'est de maintenir le cadre de référence en général, de maintenir la stabilité d'une vision de soi ou d'une vision du monde. Exemple, une tristesse s'éveille en moi. Si dans mon cadre de référence, un homme ne doit pas être triste, je vais ignorer cet élément, je vais le méconnaître pour maintenir mon cadre de référence qui définit ce qu'est un homme. Si j'ai une conception de l'humain, du social, une conception, c'est un cadre de référence bisounours, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, je vais méconnaître les conflits sociaux ou les guerres, où je vais les mettre de côté, parce que ça maintiendra mon cadre de référence, qui est une vision uniquement rose du monde extérieur. Donc le but est de maintenir un cadre de référence stable. Alors on sait pourquoi nous maintenons des cadres de référence, c'est parce que cela nous sécurise. Chaque fois que notre cadre de référence est stable, nous nous sentons dans un environnement connu, voilà, et nous maintenons en général les valeurs que nous avons construites ou que l'on nous a inoculées depuis fort longtemps. Ce deuxième point, te semble-t-il assez clair, Laurent? Écoute, oui, oui, j'ai pas, Oui. j'ai pas Ok. grand-chose à rajouter. Là, tu es mon témoin, tu vois, tu es vraiment, tu es ma ligne rouge. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif. Alors, maintenant, on entre dans les choses beaucoup plus passionnantes. C'est que, alors cet article est assez complexe, hein, je ne vais probablement pas le décrire à 100%, peut-être que ça fera l'objet d'un deuxième YouTube. Vous verrez, pour ceux qui regardent l'article, il y a un tableau à double entrée, donc c'est un peu complexe à décrire comme ça, il faudrait le visuel. Néanmoins, allons dans le détail. Cette méconnaissance peut concerner 3 zones. Je l'ai déjà un peu illustré. Elle peut concerner la zone qui est moi-même. Elle peut concerner la zone qui est l'autre en face de moi, l'autre individu. Ou elle peut concerner le contexte. Comme je l'ai illustré, moi-même, ça veut dire je peux méconnaître quelque chose qui me concerne. Et là-dedans, ça peut être vaste, hein. Ça peut être des émotions, des sensations corporelles, des pensées, des comportements, ça c'est moi-même. Je peux méconnaître n'importe quel élément de ce monde interne. Je peux méconnaître des choses concernant l'autre en face de moi, n'importe quoi de son comportement, de ses émotions, de ses pensées. Et je peux méconnaître n'importe quoi du contexte environnant. Exemple, nous discutons ensemble, mais c'est dans le cadre d'un visio-échange. Donc, si je méconnais le contexte, je vais me mettre à me déplacer, par exemple, dans l'espace, et personne ne me verra dans l'écran, si je méconnais le contexte. Hein, je vais me mettre à bouger, à agiter. Tiens, je vais vous donner un exemple. Hop, je méconnais le contexte, vous ne me voyez plus. Je continue à discuter, je crois que vous me voyez, mais en fait, vous ne me voyez plus. J'ai méconnu le contexte. Coucou, ah, je reconnais le contexte. Voilà. Si je méconnais ce que je ressens, ce que je vis, si j'ai mal aux pieds pendant que je parle, ou que j'ai très soif, et que je continue à parler, vous allez l'entendre, et je vais commencer à... Voilà, etc., etc. Donc, les 3 zones, est-ce que cela te semble clair, Laurent? Oui, 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 ça me paraît Ouais. très clair. Oui. J'ai quelques Voilà. questions, mais je te laisse continuer. Voilà. L'autre aspect, alors c'est très important déjà les 3 zones, parce que quand j'ai dit que le travail sur, enfin, les méconnaissances, ce concept élaboré, entre dans la dynamique de la résolution des problèmes. Quand quelqu'un vient avec un problème, que ce soit en coaching, que ce soit en psychothérapie ou que ce soit dans la vie courante, et très souvent, il y a une erreur
pour résoudre le problème déjà à cette base. Par exemple, quelqu'un va venir en présentant un problème dont il croit que c'est l'autre qui a le problème, alors que c'est lui. Il se trompe de zone. Ou quelqu'un peut venir nous voir en disant, voilà, moi j'ai un problème. Alors qu'en fait, en analysant, on s'aperçoit que ce n'est pas lui qui a un problème, mais c'est le contexte qui est problématique. Donc déjà, dans l'analyse et la résolution d'un problème, si on se trompe de zone à analyser, nous n'avons aucune chance de résoudre le problème. Voilà. C'est pour ça que c'est déjà important de repérer dans quelle zone il y a quel problème. Alors parfois, bien sûr, il peut y avoir un problème dans chacune des 3 zones, hein, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'être en contact avec un élève en supervision, par exemple, qui se présente comme ayant, lui, un problème, alors qu'en fait, lui n'a aucun problème. Il s'adapte à un contexte qui avait été problématique. Et c'est le contexte qui était problématique. Voilà. Et que, tout simplement, s'il mettait en place quelque chose pour changer le contexte ou changer de contexte, il n'avait plus de problème, lui. Voilà. Donc, déjà, ce premier découpage a pour but d'éviter des erreurs racines, des erreurs que j'appellerais racines ou des erreurs de débutants, ce qui est de plonger dans le discours de l'autre, la demande de l'autre, et oublier que l'univers est vaste et que ce n'est pas parce que quelqu'un cible un problème dans une zone A que c'est la zone A qui est concernée. On voit même ça en physiologie. Tous les bons praticiens, kinés, ostéopathes, qui fonctionnent avec les notions de dynamique corporelle et de réflexologie globale, savent très bien que ce n'est pas parce qu'on a mal à la tête que le problème est à la tête, qu'il peut être au pied. Voilà. Bon, fin de ma parenthèse. Voilà pour cette précision. Tu restes ma ligne rouge. Est-ce que c'est clair pour toi, tout ça aussi? Mais c'est clair, j'avais peut-être. Tu as l'air de mettre des cloisons. Là, il y avait quelque chose qui m'interpellait sur les zones. Effectivement, après, il Oui. faut un peu. Pour expliquer, il faut un peu modéliser. Je pense qu'il y a tout un niveau de grille qui peut se passer entre l'interaction intérieure-extérieure. Et c'est peut-être pas toujours si simple que ça. Mais je trouve intéressant l'histoire que le contexte peut être effectivement problématique sans que j'ai vraiment un problème. Exactement. Dans l'autre sens, c'est assez souvent évident, c'est-à-dire c'est l'autre le problème alors qu'en fait c'est soi. Voilà. Mais dans le sens inverse, moi personnellement, ça ne me paraît pas toujours si évident. Ah oui. Par exemple, dans nos clients, très souvent, un grand nombre de nos clients se présentent comme ayant un problème dans l'accompagnement, notamment depuis très longtemps. Richard Erskine, qui est un excellent formateur en gestalt, en analyse transactionnelle, formule ça en disant le client a acquis une croyance qui est il y a quelque chose qui cloche chez moi. Et il a acquis ça depuis l'enfance. Pourquoi? Parce que les enfants sont très égocentriques et développent facilement une croyance qui est que quand il y a un problème dans la famille, c'est eux qui sont à l'origine ou c'est eux qui déconnent. C'est très, très fréquent. Et ils emmènent ça avec eux dans leur état adulte après, hein, évidemment. Et c'est extrêmement important pour nos clients, ou pour un grand nombre d'entre eux, de les aider à comprendre que non, eux vont très bien. Très bien. C'est le contexte qui était pathologique. Mais eux ne sont pas pathologiques. Par contre, le contexte était déconnant. Et eux ont mis en place de façon intuitive des mécanismes autorégulateurs pour supporter ce contexte pathologique. Exemple, allez, je vais inventer un exemple caricatural. Un enfant qui vit dans un milieu violent, voilà, va développer des comportements de retrait, d'isolement pour se protéger. Il vient en thérapie, il dit j'ai un problème, j'ai tendance à m'isoler. Je ne rencontre pas les autres, j'évite les autres, c'est mon problème.
Le jour où cette personne, au lieu de coller à sa demande et de le pathologiser et de dire oui, il y a un problème psychologique, on va creuser ça, il y a une partie de toi qui souffre, voilà, qui se met en retrait. Si, dans notre esprit, on a l'hypothèse que c'est le contexte qui a peut-être été pathologique et que le comportement de notre client n'est au contraire qu'un comportement sain, on pourrait dire presque en enlevant les guillemets, sain et protecteur, salvateur même parfois, contre ce contexte pathologique, on voit le client qui fait ouf, qui comprend que enfin, lui, il est normal. Ça le renormalise, il est normal. C'est le contexte qui n'était pas normal. Et lui récupère sa puissance parce qu'à ce moment-là, en termes d'IFS, on va dire, pour ceux qui connaissent cette méthode, ce comportement de retrait est un système tout simplement de protection et n'est pas un élément d'exil. C'est vraiment un élément de protection qui a été indispensable contre un contexte pathologique. Donc, voilà pourquoi c'est très important cet aspect-là des zones. Est-ce que cet exemple-là éveille quelque chose en toi? Oui, je trouve ça vraiment très intéressant. Ça ouvre des champs, et ça, c'est sûr. Et je me disais aussi peut-être que c'est important pour l'enfant de reprendre le contrôle en disant c'est ma faute, c'est moi en fait. Et c'est ce qui C'est permet de ça, leur donner quelque chose, quoi, de ne pas subir. exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est l'enfant prend le contrôle sur le réel en disant c'est moi. Donc si moi je change, le réel changera. Peut-être avec un peu de chance. Hein. Et puis c'est tellement important pour un enfant de prendre la faute sur son dos quand il est enfant, plutôt que admettre que les êtres idéaux qui l'entourent, les êtres magiques et surpuissants qui l'entourent, que sont ses parents, sont défaillants. Ouh là 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 là, c'est notre paire de manches que d'admettre ça pour un enfant. C'est beaucoup plus facile pour lui d'admettre que lui est défaillant, surtout si les adultes qui l'entourent le disent et le soulignent. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les zones. Tu vois à quel point rien que ce découpage en zones peut avoir des impacts dans la stratégie d'accompagnement. Et ça, c'est que, on va dire, allez, un quart du contenu de l'article. C'est pour ça qu'il est possible qu'on prenne plus de temps. On va voir. Alors, il y a un autre aspect de l'article, un autre passage de l'article qui est très important. L'article parle de type de méconnaissance et de mode de méconnaissance. Alors, un premier niveau où les méconnaissances peuvent avoir lieu, c'est au niveau des stimuli. C'est la base de tout le système. Comment dire, un individu peut méconnaître, j'ai donné plusieurs exemples, des stimuli visuels, auditifs, kinesthésiques, mémoriels. On peut mettre plein de stimuli. Et tant que ces stimuli sont ignorés, l'individu ne peut pas comprendre le réel. Ainsi, par exemple, comme je l'ai donné comme exemple, si j'ignore le stimulus perceptif interne de douleur, si j'ignore le stimulus qui est que je suis en train de tousser depuis 3 semaines, si j'ignore le stimulus qui est plus large, qu'il existe Internet avec des informations différentes que des informations mainstream, si j'ignore tous ces stimuli externes, internes, je ne peux pas comprendre le réel. Et si je ne peux pas comprendre le réel, comment pourrais-je agir dessus de manière efficace? Ça tombe sous le sens. Donc,
c'est pour ça que la base de cette pyramide de résolution, on pourrait l'avoir comme une pyramide de la résolution, hein, c'est pas vu dans l'article comme une pyramide de résolution, hein. Mais moi je pensais à la pyramide de Maslow en pensant à ça, c'est que la base de toute cette, comment on va dire, de toute cette, la résolution des problèmes liés à la méconnaissance, c'est l'éveil sur les stimuli. D'où la nécessité, avant une quelconque tentative de résoudre quoi que ce soit, de vérifier dans quelle proportion les stimuli sont vus par le client et par le thérapeute, évidemment, ou l'accompagnant, le coach, si on veut, ou même dans la vie courante, hein. Voilà. Nous discutons avec quelqu'un qui nous fait part d'une difficulté, mais quels sont les stimuli qu'il a dans sa besace? A-t-il vraiment une conscience de ce qui se passe autour de lui, dans son corps, dans son esprit? Et c'est seulement là qu'on pourra aller plus loin. C'est pour ça qu'en psychothérapie, mais ça c'est mon point de vue, hein, une psychothérapie, même une séance de psychothérapie, n'a aucun sens si elle ne débute pas, si elle ne commence pas par une récapitulation des stimuli qui sont présents. Que ce soit les stimuli corporels, je répète, émotionnels, mentaux, mémoriels. Pour être plus concret, hein, si ce n'est pas encore assez clair, ça veut dire qu'une séance qui ne commence pas par observer ce qui se passe dans le corps, dans les émotions, dans les pensées, ce qui reste en mémoire, pour moi, il manque des maillons pour aller plus loin dans l'étape numéro 2 de la séance. Si on se précipite trop vite en début de séance avec une demande, que tout de suite on démarre sur une demande, il y a de fortes chances qu'il manque beaucoup de maillons. Alors heureusement, rien n'est jamais perdu, hein. Il est toujours possible de revenir à n'importe quand dans la séance à aller à la pêche au stimuli afin de vérifier ça. Donc, la base du tableau des méconnaissances, c'est dans quelle proportion le client, l'élève, ça dépend des circonstances, a une vision claire de l'existence des stimuli. Voilà. Sur ce point-là, as-tu une remarque quelconque? Écoute, là, je vais peut-être pouvoir poser la question que j'avais tout à l'heure, ça me paraît opportun. Oui. La question, c'était à quel moment on peut faire prendre conscience, justement, peut-être d'un stimuli? Parce que si le stimuli il est ignoré, il sera peut-être encore ignoré. Peut-être que si on fait prendre conscience trop tôt, il sera peut-être refusé ou encore ignoré. Oui. À quel moment, c'est la question qui me venait, on peut faire ça? Alors, j'ai envie de dire, le plus tôt est le mieux. La question derrière ça est la manière de le faire, plutôt. Hein. Exemple, quelqu'un est devant toi et tu observes qu'il est en train d'agiter son pied en te parlant. Donc, clairement, il y a un stimulus psychocorporel qui est là. La personne en a-t-elle conscience, oui ou non? Pas sûr. Une des manières d'introduire ça de façon souple et gentille, sans que ça crée de problème, serait tout simplement d'inviter le client, l'élève à dire: «OK, peux-tu observer ton corps, ce qui se passe en ce moment pendant que tu me parles?» Ça serait beaucoup trop intrusif de dire: «Je vois ton pied qui s'agite, pendant que tu me parles». Parfois, pour certaines personnes. Si l'alliance est excellente et la personne suffisamment évoluée, on peut, donner des éléments plus précis comme ça. Voilà. Alors, il est possible que la personne
Ils disent non, il ne se passe rien, je suis très détendu, alors même que de l'extérieur, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Ça arrive souvent, hein. C'est un peu le type caricatural de la personne qui dit moi, je suis en colère, non, je ne suis pas du tout en colère. Méconnaissance majeure de l'émotion. Donc, le plus tôt est le mieux, la manière la plus douce est la meilleure. Et le processus de répétition du fait de souligner la méconnaissance est la meilleure option. Voilà. Et jusqu'à ce que la personne arrive à admettre, à repérer ce qui est un stimulus que nous avons vu. Parfois, tu sais, Laurent, parfois, nous n'avons pas vu le stimulus. Et ce n'est pas parce que nous ne l'avons pas vu qu'il n'est pas là. Donc, quand on invite quelqu'un à observer son corps ou à observer ce qui se passe en lui, sur le plan émotionnel, parfois, nous n'avons rien vu. Et c'est grâce à l'opportunité qu'on offre à la personne de faire cette pause d'observation qu'on peut espérer et qu'elle peut espérer découvrir un stimulus utile pour elle. Est-ce que cela répond à ta question? Oui, ça c'est sur le plan effectivement émotionnel, corporel, c'est ce qui est un peu présent pendant. Après, il y a peut-être d'autres plans, toi, sur le relationnel, sur ce qui arrive à la personne dans sa vie qu'elle raconte, comme des fils rouges, comme des trucs qui reviennent sans arrêt. Et là, je Oui. me dis quand même que d'éclairer ça, je suis assez d'accord que c'est effectivement sur la manière de faire, inviter plutôt que d'un seul coup éclairer brutalement. C'est peut-être assez subtil là aussi, d'éclairer comment dirais-je, un conditionnement, un réflexe de comportement. Oui, tout à fait. Tout est dans la manière de le faire. Les psychanalystes font ça très bien pour le comportement et pour le relationnel. Par exemple, ils vont très bien dire, tiens, je remarque que depuis 3 mois, vous me parlez beaucoup de votre mère, vous n'avez jamais parlé de votre père depuis qu'on se rencontre. Avez-vous remarqué ce phénomène? Bon, ça, c'est une façon de ce qu'on appelle lever une méconnaissance. Et la personne peut tout à fait avoir un insight et dire oui, tiens, c'est vrai, je parle un peu de ma mère. Mon père est absent du paysage de mon discours depuis 2 mois, c'est vrai. Bon, après, on voit ce qu'on en fait. Mais voilà une façon de faire aussi. Ça ne concerne pas le corps ni l'émotion, euh, mais ça concerne le discours. Il peut y avoir des méconnaissances dans la manière dont nous parlons. As-tu remarqué que chaque début de phrase, tu répètes le premier mot? Je ne sais pas pourquoi, mais as-tu remarqué ce phénomène? Etc., etc. On peut en inventer des tonnes. Hein. Il y en a un Voilà. qui me vient parce qu'il est assez récurrent, je trouve, en tout cas dans les personnes que j'accompagne, c'est qu'est-ce que vous ressentez et la personne démarre par je pense. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc là, il y a une méconnaissance. Alors, ce qui est méconnu, là, dans ton exemple, c'est même ta propre question qui est méconnue, le contenu de ta propre question. Parce que quand quelqu'un fait ça dans un entretien, quelle est la meilleure réponse de l'accompagnant? Donc, je te la donne. La meilleure réponse de l'accompagnant, c'est est-ce que vous vous souvenez de ma question? Et ça, c'est la meilleure réponse. Et je dirais au moins 8 fois sur 10, la personne ne se souvient pas de la question ou l'a transformée. Et là, ça signe la méconnaissance concernant la question elle-même qui n'a pas pu être entendue. C'est-à-dire que finalement, au forceps ou au chausse-pied, peu importe la métaphore, on a transformé la question pour la rentrer dans son cadre. Exactement. On a méconnu la question. Autrement dit, on a méconnu au niveau de la zone, on a méconnu ce qui vient de l'extérieur, donc des paroles émises par l'autre. Donc la zone qui est l'autre, on a méconnu un réel chez l'autre. Hein. Et par la même occasion, on est en train de méconnaître
quelque chose chez soi. Donc, les deux zones sont concernées. Donc, Voilà. ça veut dire aussi qu'il y a une perte de lien à cet instant-là. Absolument, il y a une rupture de lien à cet instant-là. Complètement, c'est très bien dit, c'est exactement ça. Il y a une rupture de contact, comme diraient les praticiens de la Gestalt. Il y a une rupture de contact puisque quand tu demandes vous souvenez-vous de ma question, la personne ne s'en souvient pas. Ça veut dire que quelque part, elle n'a pas écouté qui tu étais et ce que tu as dit. Donc, il y a une rupture dans le contact. Voilà. Dans les méconnaissances, il y a quasiment, je réfléchis une seconde, mais il y a quasiment toujours des ruptures de contact, que ce soit interne ou externe. C'est le principe de base d'une méconnaissance, c'est de rompre le contact. La radio s'éteint, clink, on coupe le bouton de la radio sur une fréquence ou sur une autre. Voilà. Donc, première base, l'existence des stimuli. Ont-ils été repérés? Voilà. Et j'insiste, quand les stimuli ne sont pas repérés, il n'y a aucune chance de résoudre un problème. Pour moi, et pour les praticiens de l'analyse transactionnelle et bien d'autres, ça va de soi. Hein, c'est comment, même quand on accompagne en coaching quelqu'un, comment voilà, un cadre peut-il résoudre un problème avec son équipe? Il vient pour un problème. S'il méconnaît quelque chose chez lui qui est important, à savoir que lui, par exemple, n'aborde jamais les émotions. Comment peut-il espérer? Comment peut-il espérer résoudre le problème s'il méconnaît quelque chose concernant le contexte? Hein, voilà, à savoir que les réunions qu'il anime sont obligatoires, sinon il y a une sanction qui est le licenciement. Comment, s'il oublie ce contexte-là, il n'en tient pas compte, le méconnaît, comment peut-il espérer résoudre un problème? Ou s'il méconnaît que dans le groupe qui constitue l'équipe, il y a quelqu'un qui est un gros problème psychiatrique qui a été embauché et qui, je ne sais pas, a une attitude persécutante vis-à-vis d'autres. S'il méconnaît cet aspect concernant les autres ou un autre, comment peut-il espérer résoudre le problème? Donc, quand les stimuli sont ignorés, on ne peut pas résoudre de façon efficace un problème. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important. Et d'ailleurs, dans le contexte actuel, je rajouterai ce petit détail, c'est que parmi les stimuli, il y a l'information. Hein, donc, ignorer, mettre de côté certaines informations ne permet pas de résoudre un problème et permet de maintenir un cadre de référence. Voilà. Je me dis là en t'écoutant sur les stimuli, enfin justement sur ignorer les stimuli, que si l'accompagnant a peut-être et sûrement, j'imagine que tout accompagnant a des zones d'ombre qu'il ne voit pas en lui, si comme par hasard son client a les mêmes, alors tous les deux vont méconnaître la même zone finalement. Oui, oui. Et du coup, quelque chose restera bloqué. Si par exemple l'accompagnant et le client méconnaissent l'importance d'une émotion comme par exemple la colère, bien, c'est évident que c'est une zone que jamais ils ne pourront explorer. Voilà. Et donc, tout ce qui a trait à ça, jamais ne pourra être résolu. Et donc en fait là c'est à l'accompagnant peut-être de voir à minima le stimuli, tiens, on est bloqué, ça avance pas. Voilà, c'est ce qu'explique Schiff, c'est-à-dire que la première étape commence par l'observation des éléments extérieurs. Qu'est-ce qui se manifeste dans le monde extérieur pour ensuite analyser ce qui se passe dans le monde intérieur. Hein, si on rencontre quelqu'un qui nous raconte qu'il a failli se faire renverser plusieurs fois par une voiture ce mois-ci, ça, le stimulus, il est extérieur. On a dit, tiens,
D'habitude, il n'y a pas de problème, et depuis un mois, tu as 3 fois failli te renverser par une voiture. Donc, on condense ce stimulus extérieur et on va ensuite le ramener vers l'intérieur, éventuellement. Dire, tiens, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Qu'est-ce que ça réveille en toi à l'intérieur de constater ce phénomène? Comment tu l'as vécu, etc., etc. Et l'idée étant que si on entre dans l'univers intérieur, on va pouvoir trouver des méconnaissances. Par exemple, dans l'exemple que je viens d'inventer, cette personne est en train de méconnaître qu'elle est en train de perdre la vue. Voilà, elle est en train de perdre de la vision. Je prends un exemple voilà, qui me concerne. Moi, je ne me suis jamais fait renverser par une voiture, heureusement, mais elle peut méconnaître qu'elle perd la vue de l'acuité visuelle, et qu'elle ferait bien d'avoir un ophtalmo d'ailleurs. Et elle le méconnaît, pourquoi? Parce que, plein de raisons différentes, hein, on peut inventer ce qu'on veut après. Donc on part du stimulus externe, souvent, pas toujours, mais souvent, pour repérer à l'intérieur quel est le cadre de référence qui est maintenu, pour ensuite vérifier que la personne, et c'est le niveau suivant du tableau, quelle est la signification des stimuli qui ont été observés. Parce que ce n'est pas le tout d'observer des stimuli. L'étape suivante, c'est ce que raconte ce tableau, va être de voir si notre client ou patient est intéressé pour en chercher la signification. Hein, voilà, je tousse depuis 3 semaines. Bon, j'ai repéré le stimulus. OK. On peut dire, impeccable. Sauf que je me dis, bon, je tousse, voilà, c'est tout. Ça n'ira pas bien loin. L'étape suivante est accompagner la personne avec et quel sens ça peut avoir. Acceptes-tu, es-tu intéressé pour donner du sens à ce stimulus? Si je m'implique un petit peu par rapport à ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, voilà, prenons l'exemple de la télévision. Un stimulus, c'est toujours le même genre d'information qui passe à la télé, et notamment prioritairement celle-ci. Stimulus. Mais es-tu intéressé pour donner une signification à ce phénomène? Et là, on va monter d'un cran dans la compétence à résoudre les problèmes. Hein. Et évidemment, ça prend du temps parfois pour trouver une signification cohérente. Mais il est rare qu'un ensemble de stimuli répétitifs, souvent, n'ait pas de sens. La plupart du temps, les stimuli qui se répètent révèlent du sens. Voilà. Donc, c'est l'étape suivante que nous raconte cet article. Sur cette étape-là, as-tu une question ou une remarque? Alors, je suis curieux de savoir ce que dit l'article sur le comment, là, comment faire, là, parce que autant mettre en lumière un stimulus, je trouve ça assez facile, autant sur la signification, ça peut être plus âpre, je crois. Ça peut être plus long surtout. Ça peut être plus long. Alors, l'article n'entre pas dans les détails de comment faire à chaque étape, sinon on en aurait pour 50 pages au minimum. C'est un article qui finit faire 3 pages, je crois. Donc lui, il explique comment s'enchaîne la logique entre le repérage des stimuli et l'arrivée aux options. Hein. Ce qui est déjà beaucoup, hein. C'est déjà très complexe. Donc là, pour aider quelqu'un à passer des stimuli aux significations, ça suppose soi-même avoir l'idée que le fait que les choses aient un sens, ça soit utile. Ce n'est pas toujours le cas, hein, ça dépend des méthodes. Prenons l'exemple du bouddhisme et de la méditation bouddhiste. Alors, peut-être que tu le sais ou pas, ou les auditeurs, mais dans certaines approches bouddhistes, que j'ai un peu pratiqué, vu, et dans certaines méditations, l'idée est de repérer les stimuli, les pensées qui passent, et de continuer et de détendre son corps, et voilà, d'observer, de respirer,
Ah tiens, j'ai telle pensée qui arrive, tiens, voilà, ok, je laisse passer, comme on dit, comme on laisse passer les nuages, hein, c'est une image d'Épinal fréquemment utilisée, hein. Je laisse passer les nuages, j'ai une émotion, bon, ok, c'est qu'une émotion, je la laisse passer, je la regarde, je respire, hein, voilà, c'est un processus assez connu, hein. Et dans cette méthode-là, qui est une méthode qui a sa valeur, hein, qui est très utile, on ne va pas jusqu'à la signification. La question ne se pose pas. C'est OK, il y a des nuages, des pensées, des émotions, mais ne se pose pas. Et alors, quel sens ça a pour moi que cette émotion revienne sans cesse? Voilà. Pour un bouddhiste, quelqu'un qui se poserait une question comme celle-là en méditation, ce serait là aussi un nuage à laisser passer la question. Alors que dans les psychothérapies, humanistes en général et plein d'autres, hein, on se pose la question. Ah, il y a une peur qui revient souvent dont vous me parlez. On va chercher. Êtes-vous intéressé pour trouver quel sens ça a, cette peur qui revient sans cesse quand vous rencontrez des hommes, quand vous prenez un ascenseur, quand je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, effectivement, la signification, ça prend du sens, du temps, ça prend du sens et ça prend du temps de travailler sur la signification. Et un certain nombre de personnes vont s'arrêter au stimuli, ne vont pas vouloir mettre du sens. Parce que mettre du sens, ça commence à impliquer. T'imagines bien que, je reprends l'exemple de la télévision, constater la récurrence de certaines informations, c'est une chose. Se poser la question de pourquoi, ça devient plus impliquant. On n'est plus déjà au même niveau. Oui, puis tu peux avoir un protecteur qui donne des explications tout à fait rationnelles, quoi. Toi, oui, j'ai mal au dos, mais il faut que je change de literie, c'est normal, etc. Allez hop, on passe à autre chose. Exactement. Exactement, exactement. Donc ça, c'est une façon de donner une signification dans l'idée de confirmer qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des significations qui ont pour but que la boîte se referme. Et il y a des significations qui ont pour but d'épanouir la recherche. Donc là, tu viens de donner un bon exemple d'une signification qui a pour but que la boîte se referme. Voilà. Ce qui n'est pas une vraie recherche de signification, c'est plus une méconnaissance encore celle-là. C'est une façon de peaufiner la méconnaissance. Oui, puis peut-être inconsciemment, le fait de dire, écoute, point final, va voir ailleurs, quoi, on continue, ça ne s'intéresse pas à C'est ça. ça, exactement. Donc, la recherche de signification est très importante. Et si par chance, la personne accepte de rechercher une signification, l'espoir est qu'elle puisse identifier quel est le problème de fond derrière tout ça, le ou les problèmes de fond. Parce que si la personne arrive à identifier le ou les problèmes de fond, là, à ce moment-là, elle pourra espérer mettre de l'énergie pour les résoudre. Je prends l'exemple que je tousse. J'accepte le stimulus, je me dis oui, ça doit avoir du sens. Alors si j'accepte que ça doit avoir du sens, ça amène directement vers l'autre question qui est quel sens? Et notamment, ça veut dire que c'est quel problème que j'ai en touchant comme ça. Ça peut être ouvert, hein. Ça peut être un problème psychologique, un problème physiologique, ça peut être le contexte dans lequel je vis qui est pollué, j'en sais rien. Mais il y a forcément un problème quelque part. Si je tousse alors que je ne toussais pas avant. Ça ouvre la porte à chercher à identifier quel est le problème. Et on a avancé d'un cran dans le tableau. Stimulus, signification, problème. Voilà. C'est ce qu'explique ce tableau. Et une fois qu'un individu a avancé de plusieurs crans comme ça, au point d'arriver à se dire oui, je suis intéressé pour savoir quel est le problème, il va le chercher. Et s'il arrive à trouver
d'une manière ou d'une autre quel est le problème, que ce soit un problème physiologique, un problème relationnel, un problème contextuel. À ce moment-là, s'il a identifié mieux quel est le problème, là, enfin, il pourra avancer vers la dernière ligne du tableau, qui est la recherche d'options pour résoudre le problème. Maintenant que j'ai identifié le problème, alors quelles sont les options qui s'offrent à moi pour le résoudre? Voilà. Et là, ça dépend du problème, je veux dire. Si c'est un problème émotionnel, voilà, tiens, j'ai enfin identifié, j'ai un stimulus, j'ai souvent de la colère, ça a du sens, j'accepte de regarder ça, je cherche. Ça a le sens que depuis longtemps, j'ai contenu mes colères et que le problème, c'est que voilà, je me suis empêché d'exprimer mes colères pour me protéger dans tel contexte. Hein. Ah, ok, très bien. Donc je vais chercher à résoudre ça. Résoudre ça, ça va être chercher des options à ce moment-là pour exprimer, liquider, atténuer, on met ce qu'on veut, cette colère, pour en faire quelque chose d'autre qu'un objet qui m'encombre. Ok, donc comment je vais faire? Psychothérapie, sport, boxe, j'en sais rien. Je vais chercher une option qui. Il y a plein d'options possibles. À voir laquelle. Hein. Allez, tiens, psychothérapie, pourquoi pas? Ah oui, et là on arrive vers la fin du tableau. Ouais, mais psychothérapie, ça existe, mais non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Pour les autres, oui, mais pas pour moi. Moi, c'est plutôt le sport. Voilà. Donc, même quand la personne a identifié le problème et qu'elle a identifié les options, encore faut-il qu'elle accepte que cette option soit valable pour elle. Hein. Et on arrive justement vers la fin du tableau de la résolution de problème, quand la personne a repéré des options, qu'elle accepte de les utiliser et qu'elle pense qu'elle est compétente pour en bénéficier. Voilà. Donc j'ai résumé de façon extrêmement rapide la circulation dans ce tableau-là. Mais ce sur quoi moi je voulais insister, surtout aujourd'hui, c'est sur le début du tableau. Parce que, comme tu le constateras dans beaucoup d'approches, c'est quand même assez important de repérer les stimuli. On voit ça d'ailleurs dans les approches, qu'elles soient comportementales, qu'elles soient en gestalt-thérapie, en analyse transactionnelle, en IFS, dans les méthodes basées sur la mindfulness, etc. etc. Repérer les stimuli est quand même quelque chose de tellement fondamental que je voulais souligner à gros traits la nécessité de continuer à faire ça. Voilà, quelle que soit la méthode qui va suivre après. Voilà, alors des remarques, questions à partir de là. Je vais synthétiser la fin pour pas que ce soit trop long. Ouais, j'avais en fait une question par rapport au processus. Toi, si je regarde en IFS, si une personne se met à tousser ou tousse régulièrement, on va avoir peut-être le réflexe de le noter et puis peut-être de vouloir se connecter en fait. Il y a peut-être une part qui se joue là et de créer du lien avec cette gorge, cette part qui est dans la gorge. Et je pourrais me dire que ça peut aller beaucoup plus vite que ce que tu décris là. Et pour autant, d'expérience, ça peut ne rien donner du tout non plus. C'est-à-dire que finalement, il n'y a rien. Enfin, ça ne veut pas causer, ça ne veut pas créer du lien. Qu'est-ce que tu pourrais dire autour de ça, en fait? Alors, je reviens aux zones. Et si la personne tousse parce que chez toi, il y a des acariens et que toi, tu n'es pas sensible, mais la personne y est sensible. Le risque n'est-il pas de psychologiser la toux un peu trop vite en oubliant que la zone contextuelle pourrait jouer un rôle, ou que c'est dans le contre-transfert qu'il se passe quelque chose. Que, par exemple, cette personne-là tousse dans ton bureau, donc tu le remarques, mais en fait, la réalité, c'est que la personne a toujours toussé depuis 20 ans chez elle, régulièrement, de temps en temps, pour d'autres raisons. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avant peut-être de faire un focus
trop précis sur un phénomène observé, peut-être que ça vaut le coup de le contextualiser et de vérifier avec la personne si ce phénomène qu'on observe est un phénomène qui existe déjà dans sa vie, ailleurs, avant, dans d'autres contextes, avant d'entrer tout de suite. Est-ce qu'il y a du signifiant finalement? Comment savoir si ce stimulus est un signifiant, signifie quelque chose, ou finalement est un phénomène physique, comme tu dis, tout à fait normal, banal, et ça ne sert à rien, quoi. Voilà, ou bien lié parce qu'elle a eu une opération de la gorge là, il y a 3 ans et que depuis, il y a une petite irritation de quelque chose dans cette zone-là. Voilà. Tu vois, imagine le thérapeute qui n'a jamais investigué et qui ne sait même pas que cette personne s'est fait opérer dans cette zone de la gorge il y a 3 ans et que depuis elle tousse. Donc le thérapeute va méconnaître cet élément externe du contexte. Comme il le méconnaît, il va psychologiser le phénomène et va inviter son client à le psychologiser. Ouais, et là, on est sur un chemin sans issue, quoi. Complètement, complètement. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le séminaire Imposture de thérapeute que j'anime souvent, je trouve très important les entretiens préparatoires où on brosse des éléments du contexte déjà global de la personne. Et c'est de temps en temps à refaire pendant l'accompagnement pour prendre du recul. Hein. Je dirais avec une métaphore que il est d'autant plus intéressant d'observer une mouche sur un mur si en prenant du recul, on a d'abord vu qu'il y avait un lion dans la pièce. Ouais, ouais. Et si on a pris du recul, on va moins s'intéresser à la mouche, on va quand même s'intéresser au lion et se barrer vite fait, par exemple. Alors si on a le nez sur la mouche, on va se faire bouffer par le lion. Oui, effectivement, qu'on continue à avoir une vue d'ensemble. Voilà. Et par contre, s'il n'y a pas de lion dans la pièce du tout, alors là, ça vaut le coup de faire un zoom sur la mouche, éventuellement. Donc, je propose qu'on... Ouais, j'ai pas trop d'autres questions. Non? Si tu as effectivement une synthèse pour conclure ça. Oui. Alors, j'avais envie d'aborder ce concept d'abord pour le valoriser, inviter les gens à lire cet article-là que je trouve passionnant, et puis renforcer l'idée que être constamment au contact des stimuli est une base, et ne pas perdre de vue l'existence des zones à observer, afin de ne pas, comment on va dire, prendre des vessies pour des lanternes, hein, prendre du recul également. Donc il y a une espèce de gymnastique entre un recul sur les 3 zones et un zoom sur les stimuli. Il y a une espèce d'aller-retour comme ça entre ces 2 façons de regarder. Si je prends l'exemple de la télévision, c'est du même ordre. Hein, faire un zoom sur ce qui est dit dans une actualité et faire un recul pour regarder le phénomène répétitif de cette actualité par rapport à d'autres actualités qui ne sont pas nommées et revenir sur un zoom, sur un point précis. Voilà, c'est une dynamique vivante qui évite d'être figée dans un pôle ou dans l'autre d'ailleurs. Voilà.